Est-ce que vous aimez lire avant de vous endormir? Je me réveille en lisant. Je me réveille d'abord, puis je lis ensuite, hein. Donc je commence ma journée toujours, en lisant une demi-heure, trois quarts d'heure et je la termine de même manière. Parfois, je vais au lit plus tôt, je vais lire, 1 heure et demie et puis parfois je vais lire 20 minutes, mais je vais toujours lire avant de m'endormir. C'est quelque chose qui est absolument indispensable. Même si je suis complètement bourré et que je reviens d'une soirée, bien arrosée, je vais quand même lire. Je ne lis pas pour chercher le sommeil, je lis parce que c'est quelque chose qui est indispensable. Avant d'être un écrivain, je suis un lecteur. Je lis aussi pendant la journée, bien sûr, d'autres choses qui vont être en lien avec peut-être le travail que je fais ou c'est un travail de recherche ou de documentation. Sinon, je vais lire essentiellement de la littérature. Après, dans des genres très différents, ça peut être du noir, du thriller, de la blanche, ça peut être de la poésie aussi. Là, je lis Joseph Bronski, c'est un écrivain polonais. Je lis en français, je lis en italien. Parfois, je lis en anglais aussi. Après, si c'est pas bon, j'abandonne. Attention, je fais une différence entre des livres qui peut-être sont pas ma tasse de thé, peut-être des univers qui sont pas les miens, mais dans lesquels il y a une écriture et donc je n'aurais pas de difficulté entre guillemets, faire l'effort d'aller vers l'artiste au contraire, c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus, même d'aller à contre-courant de ce qui pourrait être mes goûts. Par contre, si c'est mal écrit, je perds pas de temps. Alors c'est un peu prétentieux, hein, ça peut sonner prétentieux parce que bien écrit, mal écrit, c'est très subjectif. Voilà, après j'ai des périodes aussi où je lis actuellement, par exemple, je lis plusieurs choses. Je lis un essai sur le hooliganisme, donc le phénomène anglais des supporters de foot. Je lis ce livre de Bronski et puis je suis en train de relire l'intégrale de Blueberry en BD de Charlie et Giraud. Parallèlement, je suis en train de lire l'intégrale de Corto Maltese, enfin de relire. Enfin. Donc voilà, il y a aussi la BD qui fait son apparition. C'est un peu moins pratique la BD pour lire dans le lit parce que c'est plus grand, c'est plus lourd, surtout si c'est des intégrales. Je peux lire sur le dos ou sur le ventre, comme si je bronzais. Alors si je lis sur le ventre, je mets le coussin sous le thorax pour être bien confortable. Souvent, suivant ce que je lis, je vais m'en imprégner au point où je vais peut-être en rêver. Ça m'arrive assez fréquemment. C'est toujours cette force d'imprégnation, hein, des mots quand on les lit avec attention. Parfois, j'ai un crayon, je souligne des trucs. Si j'ai pas, je corne les pages pour me dire, voilà, là, je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant qui m'a plu particulièrement. Et puis parfois aussi, ça me donne des idées pour écrire. Alors là, j'ai un petit bloc-notes avec un crayon. Et puis, je dis, tiens, c'est une piste. Et donc, il y a quelque chose qui se nourrit entre le fait de lire et le fait d'écrire. De manière plus générale, la lecture, l'écriture, enfin, pour moi, c'est indissociable. C'est une façon d'appréhender le monde, c'est de rencontrer des gens, c'est de voyager, et puis c'est de lire. La lecture, c'est une façon indispensable de mêler la réalité à la fiction. J'avais l'impression que j'avais plus de rapports intimes avec certains personnages de livres qu'avec des vrais humains, où j'avais l'impression d'avoir un dialogue au-delà du temps avec des auteurs. Je pense à John Fante, par exemple. Pour moi, le réel et la fiction sont deux choses qui s'entremêlent absolument. Et je ne vois pas la réalité comme plus réelle que la fiction. Écoutons maintenant un court extrait de votre livre. Elle me manque, Mimi Léon, ma tueuse, mon organisatrice d'événements funestes. J'aime son physique sec, la peau près des organes, son malheur d'avoir perdu le seul amour de sa vie, son intégrité désuète, frugale et pathologique. Elle qui réunit les deux plus grands chagrins possibles, la perte de l'être cher, la naissance d'une enfant que le politiquement correct d'aujourd'hui nommerait différente. Je l'aime pour ça, parce qu'elle est une survivante, parce qu'elle résiste grâce à de menus plaisirs qui la soutiennent, comme autant de béquilles. La bonne nourriture, le bon vin, la marche dans la nature et les bons livres. Quand elle peut, Mireille Léon évite de prendre l'avion. C'est donc un ferry de Bastia à Marseille, puis l'habituel Fiat Uno de location jusqu'à Genève. De là, elle suit la nationale, longeant le lac Léman jusqu'à Cully. Elle grimpe ensuite les lacets en direction de la route de la Corniche, qui devient la route cantonale menant à Vevey,
où elle passera la nuit au grand hôtel du lac. La journée d'hiver est cristalline et idéale pour une belle balade. Elle roule au milieu des vignobles nus du Levau, alors que le soleil faiblit à main droite. Les vignes en terrasse aboutissant plus haut, sur le mont de Gouze, à près de 1000 mètres d'altitude, ouvrant sur le plateau suisse en direction de Fribourg et des lacs de Plaine. Elle se gare sur un terre-plein, ne prend pas de photos des massifs alpins brumeux de l'autre côté du lac, là où c'est de nouveau son pays, la France. Mimi préfère regarder vers le sud et la Méditerranée, même si au fond son pays à elle serait plutôt la nostalgie. Mimi descend de la voiture, inspire une grande goulée d'air froid. Les bateaux à vapeur sont absents. Le lac est lisse et vide, hormis quelques voiles blanches et téméraires. Mimi se dit qu'elle reviendra en été, voir les grands bateaux blancs dont les roues à aubes lui font songer à ceux de la Louisiane. Elle remonte le col de sa veste. Non, elle ne prend surtout pas de photos. Il n'y a plus de photos, pas d'autres photos que celles que l'on garde dans sa mémoire. Mimi est ici parce qu'elle a lu un 3e roman de Charles Ferdinand Ramuz, celui qui ne fut publié qu'après sa mort. Construction de la maison. Un titre bien anodin pour un livre qu'il a décidé à venir voir. Venir voir les lieux où se déroule la tragédie de la famille Tétu. Vigneron fictif installé dans le hameau de Trétorins, juste sous ses yeux, au pied du lac. Elle est venue voir où et comment peut naître un grand livre. Qu'est-ce qui fait que là, justement, se déroule un mensonge si crédible qu'il devient une vérité plus grande que la vie? Elle est venue pour comprendre comment l'écriture peut s'inscrire dans la pierre, dans cette terre même qui a vu naître un homme capable de donner tant d'émotions bien après sa mort. Elle vient rendre visite à un fantôme. Sans doute. Les fantômes peuplent sa vie. Mimi ne lit que des écrivains morts, parce que si elle rencontrait un auteur vivant, écrivant d'une manière aussi essentielle ces phrases qu'elle est incapable d'exprimer, mais qui semble sortir tout droit d'elle-même, sans pouvoir se l'expliquer, comme s'il existait un autre être de chair capable d'être vous-même et de vous restituer en mots, alors, de 2 choses l'une, soit elle le tuerait, soit elle en tomberait amoureuse. 2 choses auxquelles elle a renoncé. À son âge, elle délègue tout ce qui est en lien avec la vie ou la mort. Elle orchestre sans plus prendre part au festin. La lecture est un de ces plaisirs qui permettent de goûter l'existence tout en restant en retrait de ses actes. Quand il n'y a plus que la catharsis pour atténuer ce qui est au-delà des joies et des peines. Mimi Léon est venue pour vérifier les sources de la tragédie. Un biotope possible. Ce soir, elle se promènera dans le village au bord de l'eau, boira au bistrot un pinot gris qu'elle goûtera longtemps dans sa bouche. Elle ne cherche plus à comprendre. Elle veut juste savoir. Témoin de la vie. Oui, tu m'as manqué, Mimi.